Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3. C'est une fuite en avant permanente. On arrive à une inversion complète des valeurs. On est dans une impasse politique totale. Quand on empêche les gens de discuter, et ben derrière, les gens vont dans la rue. Ils veulent remplacer la France. La France est le pays le plus attractif. Rire. Voilà, normalement. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est terrible, la prochaine catastrophe qui arrive, le prochain complot d'Ursula et Albert Bourla. Ah oui, je l'ai dit hier sur les réseaux. Cherchez à qui profite le crime. Ça fait je sais pas combien de temps que je sonne du tocsin. Il faut rendre la parole au peuple. Le peuple, c'est le souverain. Il faut arrêter de baisser les bras en disant que tout est terminé. Retrouvons la volonté, retrouvons l'intelligence. Imagine all the people. On va passer, vous le savez, au grand entretien. Ce matin, ça va être un grand entretien politique. Je vous remercie d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à partager cette émission. Il faut lutter contre la censure. Et ce matin, on reçoit Nicolas Dupont-Aignan. Comment allez-vous, Nicolas ? Ça va, ça irait mieux si le monde allait mieux. Et la France allait mieux, mais bon, il faut se battre. Il faut rien lâcher. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Nous, médias indépendants, c'est aussi notre marotte et c'est normal. Alors, je vous représente, bien entendu. Vous êtes président de Debout la France et député de l'Essonne. Vous êtes un député très, très combatif, notamment. Les gens se feront une opinion, mais c'est très intéressant. Et je voulais ce matin qu'on l'aborde ensemble, puisqu'on a 50 minutes, 4 grands volets: politique intérieure, Union européenne, Covid, et bien sûr, on ne peut pas ne pas l'aborder, le conflit israélo-palestinien. Ça me semble absolument crucial et décisif de savoir comment chacun se positionne. Politique intérieure, Nicolas Dupont-Aignan, les 49.3, les rafales de 49.3, une question que j'ai envie de vous poser en tant que journaliste, éditorialiste politique, mais citoyen. Est-ce que là, on n'est pas en train de tuer tout bonnement simplement la démocratie, mais plus largement aussi la capacité de l'Assemblée nationale et le rôle du député, le rôle central du député? Franchement, je suis très inquiet avec ça. C'est insupportable. Je vous renvoie à mon dernier discours devant Madame Borne, qui est sur mon site internet, sur Twitter, YouTube, partout. C'est la fin de la démocratie. Cela n'a rien à voir avec ce qui était prévu dans notre Constitution par le général de Gaulle et par Michel Debré. Le 49.3 devait être d'un usage exceptionnel. Il est devenu un moyen de légiférer sans débat. Et j'insiste sur un point technique. Michel Rocard, sous François Mitterrand, quand il n'avait pas de majorité, a utilisé le 49.3 de fréquentes reprises, il faut être honnête, mais toujours à la fin du débat sur un projet de loi. C'est-à-dire que les parlementaires discutaient des amendements pendant des jours et des jours, et à la fin, ils passaient en force s'il n'y avait pas eu d'accord. Tandis que là, il n'y a plus de délibération. Madame Borne, au bout d'une journée de débat, vient à l'Assemblée et dit « c'est fini ». Parce qu'on ne sera pas d'accord. Donc, ce qui est très grave, c'est que c'est la fin de toute délibération parlementaire. C'est la fin du rôle législatif de l'Assemblée nationale sur les lois de finances. Or, les lois de finances, la loi de finances du budget de l'État et la loi de finances de la sécurité sociale, c'est 55% des dépenses du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut de nos dépenses. Donc, ça veut dire que on nous dit le 49.3, il y a le droit qu'à un 49.3 par session parlementaire. Mais sauf sur les lois de finances. Donc ça veut dire qu'on est au 15e 49.3, qu'il va y en avoir encore 5. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de démocratie. C'est la fin de la démocratie, c'est la fin du Parlement, mais c'est aussi la faute des députés. Pardonnez-moi. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Parce que, si vous voulez, les institutions nous permettent quand même de voter la motion de censure pour dire stop. Or, les Républicains ne veulent pas la voter, sont les complices du gouvernement. Donc, en fait, il y a une nouvelle majorité aujourd'hui. Cette nouvelle majorité, c'est Renaissance, c'est-à-dire l'Ancien En Marche, les macronistes, c'est Horizon, Édouard Philippe, c'est le Modem, Bayrou, et ce sont les Républicains. Voilà, il y a un 4e parti de la majorité. Premier point. J'ajoute que l'irresponsabilité de LFI, qui refuse de voter les motions de censure du RN par sectarisme, fait que il n'y a que le RN qui vote les motions de censure LFI. Et puis j'ajoute quand même que même le RN commence à voter les projets de loi. Et Marine Le Pen vient de dire qu'elle allait voter le projet de loi immigration. Je comprends ce qu'elle veut dire, parce qu'elle ne veut pas être accusée
de bloquer les institutions, et il vaut mieux une petite loi, comme elle dit, qu'une grande. Enfin, il vaut mieux une petite loi que rien du tout. Mais ça devient malsain. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement manipule les groupes politiques. Et les LR sont les Elliott qui jouent un jeu malsain. C'est le groupe indépendant, hein. C'est ce groupe, le petit groupe indépendant. Les grands résistants au moment de la réforme des retraites, je ne sais pas ce qu'ils ont eu en échange, mais tout à coup, ils sont très calmes. Donc, ça veut dire qu'en fait, Macron, avec Elisabeth Borne, arrive à manœuvrer. Ils arrivent à manœuvrer et il y a un quatrième parti qui est en train de permettre de passer de la minorité à la majorité, qui sont les Républicains. Voilà. Donc, je veux dire, on peut accuser de tous les maux Elisabeth Borne et Macron, mais ils utilisent, au-delà de toute raison, toutes les ficelles de la Constitution, mais ils trouvent des complices. Et donc, quand M. Ciotti passe sa vie à rouler des mécaniques sur les plateaux télé, mais en fait fait voter les lois, enfin empêche la censure, ça veut dire qu'il est le complice de ce coup d'État. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Je lis beaucoup, on est en dictature, on n'est plus en démocratie, mais c'est parce que les oppositions l'acceptent. Si les oppositions faisaient bloc, mais demain matin, le gouvernement, il tombe. Donc, il y a une grande hypocrisie. Alors, je suis le seul, je crois, un des seuls, enfin, je crois même le seul, à voter toutes les motions de censure. J'ai dû en louper une ou deux, mais sur les 15, je les ai presque toutes votées, vous vérifierez. Je fais le discours au titre des non-inscrits à chaque motion de censure. Là, je ne vais pas le refaire parce que je viens de le faire aujourd'hui, enfin, lundi. Vous pouvez retrouver mes 10 discours. Alors, j'essaye de dire les choses différemment à chaque discours, mais il y a un moment… moi, je ne peux pas remplacer tout seul tous les députés. Je suis le seul à demander la destitution. Je suis le seul à voter toutes les censures. Je suis le seul à voter contre les projets de loi. Voilà, je fais tout ce que je peux. Et il faut m'aider d'ailleurs. J'en lance un peu un appel. Si vous voulez aider Debout la France, n'hésitez pas. Allez sur le site. Mais voilà, je fais tout ce que je peux pour marquer le coup, parce que je sais qu'un jour, nous l'emporterons et je ne voudrais pas, parce que c'est l'objectif de Macron et des Républicains. L'objectif des Macron et des Républicains, c'est finalement de casser toute velléité de résistance, de décourager les Français, en nous décourageant les premiers. Moi, je ne me laisserai pas décourager parce que je suis résistant et j'ai le cuir tanné, même si par moments, j'en ai marre. Mais, parce que je vais être franc avec vous, on est ici pour parler franchement. Mais je lâcherai rien, parce que ce pouvoir tombera comme une pomme pourrie. Il tombera comme une pomme pourrie et nous reconstruirons la France, nous le devons aux Français. Donc, il ne faut rien lâcher, mais il faut nous aider, parce que je sens, je vais vous le dire, on va se parler franchement aussi, moi je sens que les Français se découragent. Je vois bien les dons financiers, on a beaucoup moins de dons en ce moment, pour une raison très simple, c'est que les gens n'ont plus d'argent, mais aussi pour une raison, et ça doit être pareil chez Philippot, chez d'autres, c'est que les gens se disent, ils sont gentils, Dupont-Aignan, Philippot, les autres, mais ils n'y arrivent pas. Alors je dis aux Français qui nous écoutent, on va y arriver un jour. Voilà, aidez-nous, parce que si vous ne nous aidez pas, nous on va s'épuiser aussi. Donc on tient, parce que les faits nous donnent raison, parce que ce système craque de partout, parce qu'on a besoin de reconstruire la France, et toutes les périodes historiques de sursaut ont été précédées par des périodes de désespoir. Donc, il faut bien comprendre, parce que les gens ont perdu la culture historique, il faut bien comprendre que même De Gaulle, il a ramé, et qu'en 1956, et avant, il y a eu la loi sur les apparentements, même De Gaulle, il a échoué dans le RPF. Vous vous rendez compte? Même De Gaulle. Et même De Gaulle, qui avait sauvé quand même la France, 2 ans avant de revenir au pouvoir, il était à 3% dans les sondages. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se désespérer, parce que la mécanique des réalités, la faillite de la France, la détricotage des services publics, la corruption généralisée de Big Pharma, tout ça va aboutir à un moment à l'effondrement de ce système pourri. Mais simplement, il faut que nous, pendant ce temps-là, vous aussi, les médias indépendants, on tienne. Et il faut que les Français qui pensent comme nous
se mobilisent. Moi, j'ai lancé une opération 1 euro. J'ai 600 000 ou 700 000 personnes qui me suivent sur Facebook. J'en ai 400 000 sur Twitter. Je fais des millions d'audiences. Et je dis aux gens, si chacun donnait 1 euro, mais on les bouscule. Ouais. Vous voyez? Et en fait, les Français ne se rendent pas compte de leur force collective s'ils s'unissent. Voilà. Le problème, Nicolas Dupont-Aignan, j'aimerais vous poser cette question. Moi, je l'entends, ce combat qui est le vôtre, démocratique, de lutte dans l'opposition. Mais comment on peut expliquer la brutalité du gouvernement? Vous l'avez dit, le 49.3 arrive directement en début de texte, sans attendre aucun débat. Est-ce que moi, j'y vois quand même dans la loi de programmation de finances publiques ou la loi de finances publiques, il y a quand même l'Union européenne qui est derrière, et c'est finalement ils ne veulent absolument pas d'accro. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement brutaux. Et j'ai l'impression, et je finis, je vous laisse la parole, j'ai quand même l'impression que nous vivons, vous allez me le dire, qu'on est en train de vivre finalement un passage en forme démocratique, moins peut-être brutal que celui de la Grèce en 2015, mais qui s'apparente à un mémorandum sur le long terme. C'est mon avis. Est-ce que vous le partagez ou pas? Totalement. J'ai écrit un livre sur l'euro en 2009, 2009, et je l'ai relu ce week-end dernier, enfin je l'ai parcouru, et je me souvenais d'un chapitre que j'avais écrit, qui est le chapitre 6, je crois, ou 5, que j'avais intitulé « Vers la dictature ». C'est-à-dire que, donc en 2009, le système qu'ils ont mis en place, qui est un système de spoliation financière des masses par une oligarchie, parce que c'est ça, ne peut continuer que si il passe en force sur la résistance démocratique. C'est ce qu'a fait Sarkozy, et c'est de là que j'ai quitté l'UMP à l'époque, quand il a violé le peuple français en refusant d'appliquer le non au référendum et qu'il a fait adopter le traité de Lisbonne par tous les députés PS, républicains de l'époque, UMP, sénateurs, députés. Donc, la classe politique française, en 2007, a violé le peuple français, le régime des partis. C'est ancien, 2007, ça fait maintenant 15 ans. Et en fait, on aboutit à une lutte, à une sorte de course de vitesse, si je résume, entre l'épuisement de leur système, parce qu'ils ne marchent pas, ils sont en train de ruiner l'Europe, et pour continuer à épuiser, continuer à survivre, malgré la réalité des faits qui nous donnent raison. Immigration, insécurité, la pauvreté, destruction des services publics, mainmise de la Chine et des États-Unis sur les forces économiques européennes. Vous avez tout. Tous les faits, tous les clignotants sont au rouge. Donc le système, comme toutes les dictatures, plus il échoue, plus il faut durcir. Vous comprenez? Et c'est comme l'Union soviétique, il n'y a pas assez de communisme, donc il faut toujours plus de communisme. Exactement. Et les petits télégraphistes, qui sont là, eux, ils s'en foutent. En plus, ils ont des cons en face, pardonnez-moi. Ils ont des députés d'opposition qui sont cons, pardonnez-moi d'être vulgaire, mais enfin cons ou cyniques ou qui cherchent leur intérêt immédiat. Donc, pourquoi Macron se gênerait à faire 50-49-3 s'il en a envie, puisque les républicains acceptent. En fait, les républicains, là, Sarkozy est cohérent, entre nous. Sarkozy est quand même plus intelligent que les autres. Sarkozy, il dit quoi aux républicains? Il dit plutôt que de vous faire forcer par des 49-3 à négocier d'être ministre, faisons une majorité claire, pro-européenne, pro-système, pro-tout ça, et prenons le pouvoir au sein de cette majorité. C'est ce que dit Sarkozy. À la rigueur, il a raison, Sarkozy. Dans son point de vue, c'est pas le mien. Mais c'est cohérent. Tandis que là, les républicains, ils cumulent toutes les fautes. Ils collaborent avec ce système sans être au pouvoir. C'est absurde. On est en plein délire. Donc, si vous voulez, moi, je pense que ce qui est terrible, c'est que ça va durer. Ça va durer parce qu'en fait, LFI n'a pas intérêt aujourd'hui à avoir une dissolution. Parce que ça serait le bazar. Les socialistes, les communistes, les écolos n'ont pas intérêt à une dissolution parce que s'ils se disputent avec LFI, ils n'ont plus de siège. Bon. Marine Le Pen et le RN n'ont pas intérêt à une dissolution parce qu'ils remboursent leurs dettes avec leurs députés actuellement. Bon. Et ils assainissent leur situation financière et en plus, ils sont gagnants à tous les coups puisqu'ils apparaissent raisonnables
face aux excités qui y a en face. Les Républicains n'en veulent surtout pas de dissolution, parce qu'ils ont très peur de se retrouver en slip. Bon, de passer de 60 à 30. Donc, si vous voulez, en fait, si vous réfléchissez, toutes les forces politiques intérieures n'ont pas envie d'une dissolution, à part moi et quelques-uns qui sont élus parce que les gens les aiment dans leur circonscription, voilà, très prétentieusement. J'ai survécu à tout, alors peut-être qu'un jour ils m'auront, hein. Je ne suis pas éternel, mais disons que la population croit en moi dans mon coin. Bon, donc ils m'ont élu dans les pires moments. Donc, vous voyez, à part moi et quelques-uns qui sommes libres de passer au niveau de l'intérêt supérieur de la nation. Ça ne veut pas dire que je l'incarne, ça veut dire qu'en tout cas, je suis libre de me regarder dans la glace le soir en disant « j'ai fait ce que je crois bon pour mon pays ». Tout le système politique est pourri jusqu'à la moelle et donc attend 2027. Simplement, mon désaccord là-dessus, et je l'ai dit à Marine Le Pen, je l'ai dit aux uns et aux autres, aux Républicains, je leur dis « vous avez tort d'attendre 2027 parce que le pays souffre. » Parce que la France se délite, parce que les Français n'en peuvent plus. C'est la question que j'allais vous poser, Nicolas Dupont-Aignan, je me permets, mais effectivement, vous parliez de course de vitesse tout à l'heure. Est-ce que les Français ont le temps? J'ai l'impression qu'il y a une paupérisation qui est fulgurante dans ce pays et la classe moyenne est en train de sombrer jour après jour. On ne parle pas de semaines, on ne parle pas de mois, on parle de jours aujourd'hui. Comment faire? Comment les Français peuvent retourner la situation, même s'il y a ce régime parlementaire? Aujourd'hui, les Français, ils n'ont plus le temps. Finalement. Mais les Français, je vais être très clair aussi avec vous. Moi, je comprends l'écœurement des Français. Le repli sur soi, leur difficulté à vivre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si vous raisonnez? Nous, on voit la situation. Beaucoup de Français, des millions, souffrent dans leur chair et vont pas pouvoir se chauffer cet hiver, restreignent sur tout. Mais attention, il y a encore des millions de Français qui vivent correctement. Il y a encore des millions de fonctionnaires qui, même s'ils ont une réduction de pouvoir d'achat, ont une sécurité. Il y a des millions de retraités qui ont leur petite retraite, qui n'ont pas de gros besoins. Il y a des millions de Français qui profitent et qui vivent très bien parce qu'ils s'enrichissent toujours plus, les plus aisés. Et il y a à la télévision tous les soirs une propagande effrayante qui consiste à leur dire « vous avez de la chance, vous n'êtes pas à Gaza, vous n'êtes pas en Ukraine ». Voilà, on vous fait peur sur la tempête. Vous voyez là, je suis arrivé en retard. Voilà, on a fait croire qu'elle allait avoir le tornade du siècle parce que le système médiatique, comment dire, le système médiatique fait patienter les Français. Alors beaucoup d'entre nous, on le croit plus, on le regarde même plus. Je suis étonné d'ailleurs, le nombre de gens que je croise dans la rue qui viennent me voir en me disant « mais moi, vous savez, monsieur Dupont-Aignan, on n'écoute plus la télé, ni la radio, on vit en autarcie, on ne veut plus les voir. » Mais le danger, et c'est là où je demande à ceux qui vous écoutent, mais ceux qui vous écoutent, ils sont avertis, c'est qu'il faut aller voter, c'est qu'il faut, il faut nous aider, il faut aider les radios libres, après aider qui vous voulez, mais il faut aider les résistants. Et puis, il faut que les résistants arrivent à s'entendre, à proposer une offre politique. Il y a beaucoup d'étapes, mais voilà, va y avoir 3 ans difficiles. Moi, je souhaite une dissolution tout de suite, le plus vite possible. Je crains qu'elle n'arrive pas, mais on ne sait jamais. Bon. Et rapidement sur la destitution, Nicolas Dupont-Aignan, parce que je voudrais qu'on fasse plusieurs sujets, on n'a pas toute la journée. Mais voilà, la destitution est un mirage aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis le seul député qui la demande. Donc, moi, je veux bien. Donc, je la demande, mais il n'y en a pas un. Sur 900 parlementaires, je suis le seul. Donc, précisons, parce qu'on va me dire dans les commentaires, il y a Asselineau, mais Asselineau n'est pas député. Vous êtes le seul député, c'est pour ça. Voilà, il n'est pas député. Donc, je préfère là-dessus être clair, parce que sinon, je sais. Mais moi, je ne veux pas mentir aux gens. Je suis le premier pour la destitution. Mais je veux dire que malheureusement, je crains qu'elle ne soit pas du tout à l'ordre du jour. Je crois qu'il ne faut pas, comment vous dire, je ne veux pas qu'il y ait une déception qui aboutisse à un découragement. Moi, j'ai un chemin. Le chemin, c'est de renforcer la résistance. Vous savez, elle exige beaucoup de sang-froid
beaucoup de persévérance et beaucoup d'organisation. Or, nos cercles sont très divisés, très jusqu'au-boutistes, très passionnés et en même temps manquent de cohérence et d'organisation. Donc, moi, je crois que, si vous voulez, si on veut dépasser les 2%, les 1%, les 3% qu'on a habituellement, il faut faire comprendre à nos soutiens les plus fervents, et je les comprends, leur impatience, leur enthousiasme, mais il faut leur faire comprendre que c'est un long chemin, parce qu'à l'échelle historique, les décompositions politiques prennent malheureusement du temps, et les reconstructions aussi. Donc voilà. Et, vous savez, on est dans une ère du zapping, on croit toujours que ça va se faire comme ça. Non. Et moi, je vois, j'ai des gens qui adhèrent chez moi, quand je dis chez moi, à Debout la France, comme ils pourraient adhérer ailleurs, et d'ailleurs qu'ils adhèrent où ils veulent, on s'en fout, les boutiques. Mais ils adhèrent, et puis après, ils m'écrivent en disant on est déçus, on ne réadhérera pas. Ah oui, mais on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est un combat. Nous sommes face à des puissances d'argent, des puissances diaboliques terribles. Si nous, on continue à s'agiter chacun dans notre coin sans une méthode de travail, sans argent, l'enjeu majeur, c'est l'argent. Hein. Vous savez, je vais être clair, moi j'ai découvert ça parce que j'ai fait des campagnes sans argent, donc je sais de quoi je parle. Aux européennes, si on part dispersé, Asselineau fait sa liste, Philippot sa liste, Dupont-Aignan, Lassalle, tout ça dans le bazar, avec chacun 500 000 euros, alors que les autres vont mettre 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, Zemmour ou Bardella. 10 millions ou 5 millions. Mais on ne fera rien. On fera 2% chacun. Donc, il faut l'union et il faut de l'argent. Et l'argent, nous, on est honnête. On ne va pas le chercher à Washington, ailleurs, ou à Londres, ou auprès des riches français. Parce qu'on est honnête. Donc, il y a deux solutions. Soit ceux qui nous soutiennent nous donnent un peu d'argent, soit on n'y arrivera pas. Voilà. Maintenant, moi, je mets les pieds dans le plat parce que j'ai jamais osé demander de l'argent. Mais je dis à ceux qui nous aident, alors aidez qui vous voulez, c'est défiscalisé pour ceux qui payent des impôts, mais on ne va pas me dire que donner 5 € à un mouvement politique, aux patriotes, à votre radio, je ne sais pas comment ça marche votre radio, mais il faut absolument que les millions de Français qui pensent comme nous comprennent qu'il nous faut de l'argent et qu'on ne va pas le gaspiller, hein, on ne fait pas d'abus. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas payé comme présidente de Debout la France. Voilà. Hein, non, c'est une question parce qu'on va aborder un autre sujet. C'est important parce que la politique est tellement décrédibilisée que les gens disent mais pourquoi on donnerait de l'argent à Dupont-Aignan, à Philippot, aux autres. Mais moi je suis pas payé par le mouvement, hein, je le fais bénévolement parce que j'ai la chance d'avoir un mandat. Ce que je veux dire, l'argent. Mais vous n'imaginez pas comme les militants. On a 10 000 militants, enfin 10 000 adhérents, pas 10 000 militants parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas militer. Ces militants, ils passent leur week-end à coller des affiches. Ils font des transports, ils payent tout eux-mêmes. Alors souvent, ils sont au RSA, ils sont au SMIC. Moi, j'aimerais les aider. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire au moins leur rembourser leurs frais d'essence. Enfin, c'est tout con. Mais on ne peut pas. C'est l'engagement. Mais en face, il y a qui, Nicolas Vidal? On ne parle jamais de ça. Ils ont des milliards. Des milliards. Donc, il y a un moment, il faut qu'on se donne les moyens de vaincre. Ça veut dire l'union, la clarté, ne pas partir dans des trucs excessifs, parce qu'il faut rassembler. Et puis, ça ne veut pas dire de ne pas être droit, hein, et puis avoir un peu de sous pour offrir une vraie campagne forte aux européennes. Ça, c'est mon objectif. S'il n'y a pas d'union, et si on n'a pas d'argent, on va se ramasser, et nos soutiens seront encore plus déçus. Donc moi, je ne veux pas partir aux européennes dans le bazar. Ça, donc, une question rapide sur une possible alliance, et après on parle de l'Union européenne, parce qu'on a plein de sujets à aborder, et j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est une question qui revient comme une marotte, Nicolas Dupont-Aignan. Je vous la pose à chaque fois qu'on se parle, bien entendu, et que vous avez fait l'amitié de venir dans mes émissions et interviews, ce matin. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce que les militants patriotes, souverainistes, gaullistes peuvent espérer à un moment donné qu'à ces européennes-là, cette fois-ci, il y a une alliance. Est-ce qu'il y a des chances ou pas? Je ne demande pas de savoir si ça va se faire, mais est-ce qu'il y a des chances, selon vous, avec Dupont-Aignan, avec vous, avec Asselineau, avec Philippot, avec Gallois, je ne sais pas. Est-ce que c'est envisageable ou pas aujourd'hui? J'espère. Alors, j'espère. Avec Philippot, je pense que ça peut se faire. Tout va dépendre d'Asselineau. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je le supplie d'entendre raison. Pour l'instant, il ne veut pas entendre raison.
Tout va dépendre aussi de Jean Lassalle, parce que moi, je crois que Jean Lassalle peut être utile, même s'il n'a pas eu une opposition européenne dans le passé. Il est courageux, il est résistant, et il est très populaire. Donc, je pense que s'il y avait une alliance Lassalle, Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, pour l'instant, il ne veut pas, mais sait-on jamais. Il y aurait déjà il y aurait un effet de masse. C'est très important. Donc, je fais tout pour ça. Maintenant, honnêtement, je ne suis pas encore convaincu qu'on aboutira. J'en sais rien. Moi, je vais vous dire, je vais être très franc, je l'ai dit aux uns aux autres. S'ils ne sont pas capables de s'unir, moi, de toute façon, je ne veux pas être tête de liste. J'ai dit que j'étais dernier de liste. Donc, je ne suis pas un obstacle au Star System. Hein. J'ai dit que moi, je voulais être dernier de liste. Bon. Parce que j'ai la chance d'être élu, l'honneur d'être élu. Ça ne sert à rien de gâcher une place. Après, est-ce qu'il peut y avoir des unions autres? Je ne sais pas. Je fais tout pour ça. S'il n'y en a pas, eh bien, il faudra partir sur la présidentielle. Et s'il y en a, ça sera tant mieux. Voilà. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Non, mais c'est clair. Merci de la clarté. On va parler de l'Union européenne. Vous dénoncez récemment le coup d'État de l'Union européenne, et notamment sur l'histoire de la révision des traités. Et personne n'en parle jamais. Bon, j'en ai parlé moi sur ma chaîne, mais vous en avez parlé aussi, bien entendu. Nicolas Dupont-Aignan, expliquez-nous ce coup d'État, parce que franchement, ça fait claquer des molaires, cette histoire. Oui, alors, il y a une chose qui me paraît importante. Ce qui me paraît important, c'est qu'on ne fasse pas une campagne européenne simplement sur le passé, ce qu'on a dénoncé, puisque moi j'ai voté contre tous les traités. Bon, ce qu'on a dénoncé, ce qui est arrivé. Il faut aussi imaginer ce qui nous prépare, c'est-à-dire faire une campagne sur « attention, voilà ce qui nous prépare ». Et quand on voit toutes les briques qui sont préparées, il y a de quoi avoir peur. Ah oui. C'est-à-dire, c'est la fin de la nation, des nations, et c'est la fin des libertés individuelles. Les briques, quelles sont-elles? La révision institutionnelle avec la suppression du droit de veto des États en politique étrangère, politique de défense, services publics, transfert de compétences vers l'Union européenne sur tout ce qui reste au niveau national, la santé, l'éducation, le climat, etc. Et transformation de l'exécutif européen, la Commission, en un vrai exécutif élu par le Parlement. Donc, c'est l'institution d'un État fédéral et la disparition des États-nations. Voilà. C'est écrit, ça a été adopté par la commission institutionnelle du Parlement européen en octobre, et vous retrouverez une vidéo que j'ai faite sur YouTube qui présente le détail de ce projet. Ça, c'est sur la fin des nations. Et puis, parallèlement, il y a ce que vous connaissez déjà, j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, l'euro numérique, la disparition de l'argent liquide, la carte d'identité numérique, le carnet de santé numérique et l'alliance des trois qui fait la fin des libertés. Voilà pourquoi je lance une grande campagne sur l'argent liquide. Je veux qu'on puisse garder l'argent en espèces et parce que accepter l'euro numérique, c'est accepter le traçage de toutes nos transactions, non pas par les banques. Ce que ne comprennent pas les gens, parce que les gens me disent mais oui, mais on a déjà la carte bancaire, on a déjà le téléphone, qu'est-ce que ça va changer? Ah bah ça change tout. C'est qu'actuellement, votre carte bancaire et votre téléphone, il n'y a que votre banque qui sait ce que vous faites. Et la justice interdit, la CNIL, que les banques donnent à Bercy vos traçages de dépenses. Même si le maire avait déjà tenté, Nicolas Dupont-Aignan. Rappelez-vous, Bruno Le Maire, à quelques mois, a tenté de se faire refiler tous les relevés bancaires. C'est ce que Bruno Le Maire avait tenté. L'euro numérique, c'est quoi? C'est le fait que ça passe d'une banque à l'État, et pas l'État français. C'est encore pire. L'État européen, la Banque centrale. Et Madame, c'est pas un fantasme de Dupont-Aignan, Madame Lagarde l'a confirmé. Elle a dit, ah oui, ça remettra en cause l'anonymat. Mais c'est pas grave. Bon, tu parles. Ça veut dire que la Banque centrale européenne, l'État européen, disposerait de toutes les données des transactions. Ça veut dire que demain, vous consommez trop de viande, votre porte-monnaie s'arrête. Vous consommez trop d'essence, votre porte-monnaie s'arrête. Vous avez fait trop de trajets en avion, votre porte-monnaie s'arrête. Vous ne vous êtes pas vacciné, votre porte-monnaie s'arrête. Mais il faut être dingue. Et ça, les Français n'ont pas du tout compris ce qui se passait. Mais c'est pas de leur faute. Ils sont pas au courant. Les médias traditionnels n'en parlent pas. Si, ils en parlent. TF1 a fait un reportage incroyable. Vous l'avez vu. Où ils s'enthousiasmaient de la reconnaissance faciale pour payer en Chine.
Ils sont géniaux, ces mecs. Ouais. Non, mais c'est délirant. France Info aussi. Et attention, si TF1 et France Info préparent les esprits, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a un plan, et c'est pas être complotiste, il y a un plan de l'Union européenne pour qu'en 2030, toutes les transactions moins de 3 000 euros soient sur ce porte-monnaie électronique, qui permettra d'ailleurs aussi à l'État central, j'allais dire l'État profond, de court-circuiter les banques, de court-circuiter la création monétaire. Et donc, vous voyez qu'on est là face à un État tentaculaire qui pose un problème majeur pour les nations, comme pour les individus, comme pour les entreprises. C'est la fin de la liberté d'entreprendre. C'est un système orwellien monstrueux. Et je suis l'un des seuls, avec quelques-uns comme vous et d'autres, à alerter. Donc, il faut faire une grande campagne d'opinion là-dessus, parce que le projet de l'Union européenne est très clair. C'est un projet chinois, au sens de l'État chinois, d'accord, qui maîtriserait tout pour une économie hors sol, puisque l'économie va s'effondrer, c'est une pyramide de Ponzi. Je ne sais pas comment on dit Ponzi. Hein, oui, c'est Ponzi, c'est Madoff. Bon, c'est Madoff, l'Union européenne, sur le plan économique, au sens réel du terme. Et donc, vous voyez bien qu'ils sont dans une course effrénée. Alors, tout ça peut s'effondrer parce que le grain de sable, c'est nous. Nous sommes le grain de sable. Et le grain de sable, c'est le peuple. Voilà. Donc, voyez comment, avec la propagande, ils ont gagné en Pologne. Attention, la propagande est forte. Et donc, je reviens à la case départ. Si on veut y arriver, il faut un Jean Moulin, qui ne finisse pas comme Jean Moulin, c'est-à-dire qu'il faut organiser le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire mettre d'accord tous les réseaux de résistance. Il y a plein de réseaux de résistance en France, tous aussi formidables les uns que les autres, avec des nuances, mais il faut arrêter les guéguerres de réseaux de résistance. Et vraiment, c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Alors, on a un problème aussi, un problème, moi je vous parle franchement, c'est qu'aussi, on a un Rassemblement national qui, ayant pris date, il faut le reconnaître, bien avant les autres sur le problème migratoire, empoche la mise aujourd'hui en termes de sondage. Moi, j'ai reçu une lettre, par exemple, d'une dame qui me dit « Ah bah, moi, je vous adore, mais je rejoins le Rassemblement national parce qu'ils vont gagner et que vous êtes bien gentil, mais vous devez mettre de l'eau dans votre vin, il faut aller avec Bardella et tout. » Et ces gens-là sont sincères quand ils disent ça, sauf que le danger, c'est que Marion Maréchal, comme Jordan Bardella, acceptent les règles de l'Union européenne pour arriver au pouvoir. En même temps, je ne peux pas leur reprocher de vouloir arriver au pouvoir, mais il faut être vigilant, et je leur ai dit, attention, ne vous faites pas phagocyter par le pouvoir. Moi, je me souviens très bien de Jacques Chirac et de Philippe Séguin. Philippe Séguin était inquiet parce qu'il voyait Jacques Chirac accepter de plus en plus les règles de l'Union européenne pour accéder au pouvoir. Et Philippe Séguin, à l'époque, j'étais auprès de lui, n'arrêtait pas de tempêter, au point qu'il a été exclu du pouvoir quand Jacques Chirac est arrivé. Juppé est devenu Premier ministre et pas Séguin. Donc, pourquoi? Pas pour... parce que Chirac s'est dit, avec Séguin, je vais avoir que des emmerdes avec mes partenaires européens. Bon. Donc, vous voyez bien que là, il y a une volonté d'arriver au pouvoir et une volonté de garder nos convictions. Il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Il faut garder la volonté d'arriver au pouvoir et il faut garder la volonté d'en finir avec ce système européen dramatique. Mais je pense, et je maintiens, et c'est là mon désaccord avec Florian Philippot, que le fait de parler de Frexit matin, midi et soir ne fait que peur aux Français, alors que je préfère leur parler de quelque chose de positif, qui est l'indépendance de la France, la liberté des Français, qui passe par une renégociation complète des traités, et s'il n'y a pas renégociation dans les 6 mois, référendum est sorti. Mais je pense qu'on n'arrivera pas au pouvoir simplement en disant Frexit, 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 parce que les Français ont été intoxiqués par la propagande sur le Brexit et que le Français veut garder un lien européen. Donc je pense qu'il faut plutôt dire on va reprendre notre indépendance. D'ailleurs, les Républicains commencent à le faire sur l'immigration, assez habilement, même s'ils n'ont aucune crédibilité parce qu'ils ont tout voté.
Mais moi, je pense qu'il faut faire une campagne européenne sur la France libre, indépendante, quelque chose de positif. Le Frexit, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'une disposition. Parce que sinon, on prend le risque de finir à 3%, et moi, je ne veux pas. Je veux qu'aux européennes, il faut qu'on ait des élus. Il faut qu'enfin, il y ait du succès chez nous. Sinon, les Français vont désespérer. Donc, amorcer quelque chose. Électoralement, amorcer quelque chose, finalement, d'avoir des députés à envoyer au Parlement européen. C'est un peu la et je stratégie. pense qu'il faut dépasser, d'abord, il faut dépasser les 3% pour être remboursé, parce qu'aux européennes, c'est 3%. Ensuite, il faut dépasser les 5% pour avoir des élus résistants qui fassent un peu ce qu'avait fait Farage au sein du Parlement, être bien informés, mettre le verre dans le fruit, si je puis dire. Hein. Voilà, nous devons avoir des députés qui mettent le verre dans le fruit. Et ce n'est qu'alors qu'on pourra amorcer le retrait et la renégociation. Et quand je dis renégociation, je sais que Asselineau passe sa vie à faire des vidéos contre moi en disant que je suis un collabo. Pas du tout. La renégociation, c'est quoi? C'est que la France, et revoyez mon discours du 30 septembre que j'ai fait à mes universités de rentrée, vous pouvez l'avoir sur Internet, je suis très clair. La renégociation, c'est quoi? C'est de ne pas partir seul. C'est de dire à nos partenaires, voilà, la France ne veut plus fonctionner avec l'Union européenne, c'est fini. Donc, il ne s'agit pas de faire un compromis, c'est fini. Mais en revanche, on va quitter l'immeuble, la copropriété, on va quitter l'immeuble, mais on va faire un lotissement individuel avec ceux qui veulent. Chacun aura sa maison, sa clôture, sa liberté, mais on sera dans un lotissement où il y aura des coopérations. Vous comprenez? Et ça ne fait pas peur aux Français. Les Français, ils n'ont pas peur de ça. En revanche, si on leur dit, on va quitter l'immeuble, mais on va voir notre maison au milieu de la forêt tout seul, eh ben, ils ont peur. Voilà. Ils se disent, on nous mène à l'aventure, comment on va faire? Et puis, il y a la propagande qui va se mettre en route. Voyez, ils vont vous isoler, vous allez être tout seul. Et comme les Français ont été intoxiqués pendant des années, ils vont avoir peur. Donc, moi, je pense qu'il faut accompagner le Frexit. C'est-à-dire, le Frexit n'est qu'un moyen. Il faut dire où on va. Si on dit aux Français, on s'en va, les Français ont peur. Si on dit aux Français, on ne subit plus l'Union européenne, c'est fini. Mais vous allez voir, on va reconstruire quelque chose où on gardera notre indépendance totale, frontières, budget, loi, mais on sera avec nos amis, ceux qui veulent. Si les Italiens le veulent, les Polonais avant, les Hongrois, ça va rassurer beaucoup les Français de se dire, il y a 3-4 pays qui vont avec la France. Si personne ne veut, on fait un référendum et les Français tranchent. Mais il faut le gagner. Nous ne sommes pas l'Angleterre. En Angleterre, Farage avait toute l'oligarchie financière avec lui, la City, malgré tout, qui voulait l'indépendance, les grands journaux, Murdoch, beaucoup de gens de grosses puissances anglaises, parce que les Anglais avaient encore conservé au niveau oligarchique leur volonté de vivre. Nous, on a une oligarchie collabo. Donc, il faut tout reprendre. J'espère que je m'explique bien. Oui, non, c'était très clair. Je sais que je suis attaqué là-dessus. Je suis très attaqué là-dessus parce que on fait croire que je voudrais compromettre. Pas du tout. Je suis le premier à vouloir me libérer de l'Union européenne, mais je veux y arriver. Mais je comprends. On vous reçoit, Nicolas Dupont-Aignan. On a reçu François Silhouette la semaine dernière. Vous, on vous reçoit aussi. Comme ça, chacun, vous avez la parole et vous pouvez, bien entendu, exposer vos stratégies. Et il faudrait avancer parce qu'il nous reste des nuances. Voilà. Mais ce sont des nuances. Mais j'insiste. Ce sont des nuances. N'en faisons pas des divisions entre nous. Moi, je ne dis pas qu'Asselineau est le pire des hommes parce qu'il demande l'article 50. Sur le fond, il n'a pas tort. Mais dans la forme, ça passera jamais comme ça. Donc, je ne dis pas que Philippot a tort parce qu'il est sincère dans son Frexit. Donc, je voudrais pas qu'on dise la même chose sur moi. Et je voudrais que toutes ces nuances que nous avons s'additionnent pour que les gens comprennent que ce ne sont que des nuances et qu'en revanche, nous sommes tous pour l'indépendance de la France, la reconstruction de la France, la liberté et un vrai Conseil national de la résistance. J'espère que je suis clair. Oui, vous êtes très clair et c'est le point commun effectivement qui vous rassemble et on verra bien ça dans les prochaines semaines. Allez, il nous reste un quart d'heure et je voudrais qu'on parle vraiment du conflit israélo-palestinien. C'est très important. Véritablement, aujourd'hui, vous étiez chez les confrères de Public Sénat, vous demandiez une trêve humanitaire. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en place selon vous dès maintenant, Nicolas Dupont-Aignan.
à ce niveau. Alors, deux choses. Ouais. D'abord, hier, j'ai écrit un petit texte, que j'étais tellement énervé de ce que je voyais à la télévision partout. J'ai écrit un petit texte très court que vous retrouverez sur Twitter ou ailleurs, qui s'appelle « Assez, assez, assez ». Oui. Et d'abord, je veux le dire. Et après, on va parler du conflit. Moi, j'en ai assez qu'on demande aux Français de choisir un camp. J'en ai assez qu'on importe ce conflit sur le sol français. J'en ai assez qu'on n'ait pas le droit de déplorer et de dénoncer les atrocités terroristes, j'emploie le mot du Hamas, et en même temps, je suis désolé, là pour une fois, en même temps, de pleurer le massacre des enfants palestiniens à Gaza. Je suis désolé, on n'a pas à choisir entre les deux. J'ai été horrifié de l'humour dégueulasse de cette espèce de merde qui s'appelle Meurice sur France Inter, qui a traité Netanyahou de nazi parce que je trouve que c'est ridicule. Mais je suis aussi révolté de ceux qui traitent tous les Français musulmans de complices du Hamas. J'estime qu'Israël a le droit d'exister, mais qu'un État palestinien doit être organisé. Voilà, ça c'est ma position. Et j'en ai marre que si vous dites une chose, immédiatement vous êtes pris pour un ennemi d'Israël ou un ennemi des Palestiniens et des Arabes. Non, les deux vont ensemble. Et c'est fondamental, parce que si on n'a pas compris ça, on va avoir la guerre civile en France et on aura la guerre sans fin au Moyen-Orient. Alors, pour revenir au Moyen-Orient, ma position est limpide. Il faut une trêve humanitaire immédiate à Gaza, parce que ce qui se passe à Gaza va créer un enchaînement sans fin de drames qui, d'ailleurs, entre parenthèses, va signer la fin d'Israël. Et moi, j'ai une position limpide. Israël a le droit d'exister dans ses frontières initiales et un État palestinien doit être organisé en Cisjordanie. On ne peut pas autrement. On n'y arrivera pas autrement. Et ça, c'est possible. C'est possible si de chaque côté, on élimine les extrémistes qui, en fait, ont pris le pouvoir des deux côtés. Le Hamas d'un côté et un État israélien qui ne veut pas d'État palestinien. Alors, je sais qu'en disant ça, je me fâche avec les deux côtés. Mais je m'en fiche de me fâcher avec les deux côtés. C'est bon signe que je me fâche avec les deux côtés. Et pour moi, une France digne doit être intraitable sur son territoire national, à ne pas tolérer des dérives contraires à nos valeurs républicaines, c'est-à-dire que intraitable, et puis elle doit avoir une position juste en politique étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour l'antisémitisme en France, au nom de n'importe quoi, comme il n'y a pas de place pour du racisme systémique à l'égard des musulmans, des Français musulmans qui respectent pour la plupart les lois et qui ne sont pas tous des pro-Hamas. Donc, il faut être intraitable là-dessus. Il ne faut pas importer la guerre de civilisation. Et donc, il faut être intraitable des deux côtés. Et puis, il faut une position extrêmement juste en politique étrangère, position qui a été abandonnée. Mais pas seulement depuis Macron, qui a été abandonnée depuis Sarkozy. Sarkozy, Hollande, Macron, c'est la dérive. Parce qu'en fait, tous les pays occidentaux ont cru que Netanyahou avait raison et que finalement, il n'y avait plus de peuple palestinien. Et comme on n'a pas le courage de dire les choses, eh bien, on a laissé pourrir la situation qui aboutit aux atrocités que je dénonce totalement. Je n'ai aucun soupçon de complaisance avec les atrocités qu'a fait le Hamas. Et elles ne sont pas justifiables parce qu'elles nuisent au peuple palestinien. Les atrocités du Hamas nuisent au peuple palestinien. Et le bombardement sans fin de Gaza nuit au peuple israélien. Voilà, tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris. Et donc, il faut être inflexible sur une position, ne jamais en changer. Et la France s'honorerait à pousser, enfin, si j'étais président de la République, moi, j'aurais poussé un coup de gueule, comme De Gaulle avait fait. Nicolas Dupont-Aignan. Et Emmanuel Macron dans tout ça. Et Emmanuel Macron dans tout ça qui a mis je ne sais combien de temps à aller là-bas sur place, qui est allé parler à l'un et à l'autre. On a eu un communiqué de presse de l'AFP. D'ailleurs, salut à l'AFP. Il allait en Égypte. On a l'impression qu'il avait décidé ça au bar de l'hôtel en bas un matin. Enfin, c'était un peu. J'ai trouvé que c'était quand même très cheveux au vent, pour ne pas dire autre chose avec Emmanuel Macron. Mais c'est pas cheveux au vent, c'est pitoyable. C'est indigne. Mais de toute façon, Macron a ruiné la politique étrangère française. Moi, ce que j'aurais fait, parce que c'est tellement facile de critiquer, je vous dis ce que j'aurais fait. Premier point, j'aurais été tout de suite, après le massacre du 7 octobre en Israël, pour dire clairement
ça, rien ne justifie. C'est un pogrom. Et là, Marine Le Pen a raison dans son terme. C'est un pogrom. C'est inacceptable. Et la France, c'est pas ça. Ne soutiendra jamais ça. Et j'aurais dit en même temps, c'est le plus mauvais service à rendre aux Palestiniens. Voilà. Donc, premier point. Deuxièmement, j'aurais été immédiatement en Cisjordanie dire il faut arrêter la colonisation. Netanyahou a eu tort de faire cette colonisation. Là, il faut un État palestinien avec des gens qui reconnaissent Israël. J'aurais été ensuite en Jordanie, en Égypte, en Syrie pour renouer des relations diplomatiques en Syrie, pour dire la France est l'ami de tous les pays du monde arabe et veut la paix dans cette zone du monde sur une position juste. Israël doit revenir dans ses frontières originelles et, en revanche, les États arabes, tous ensemble, doivent reconnaître Israël et éradiquer le Hamas, qui est une organisation terroriste, qui a une branche terroriste, qui est une organisation politique avec une branche terroriste. Et après, c'est aux Israéliens, qui sont une démocratie, de choisir leurs dirigeants. On ne va pas les choisir à leur place. Mais la position de la France, c'est ça. Même si elle se fait critiquer de partout. La position de la France, c'est ça. Et je serais revenu et j'aurais dit, en France, ceux qui prêchent la haine antisémite seront expulsés. Ceux qui prêchent le racisme systémique contre les Français musulmans seront punis aussi. Parce qu'il n'y a pas à assimiler tous les Français musulmans au Hamas. C'est insupportable. En revanche, ceux qui soutiennent le Hamas, pas de quartier en France. Voilà. Et il faut qu'un islam de France reconnaisse Israël. Il faut que l'islam de France soit clair aussi. Il n'a pas toujours été clair et on a laissé les frères musulmans, les salafistes, la Turquie prendre le dessus. Donc il faut aussi être clair. Il n'y a pas de place pour ça. Fermeté à l'intérieur des frontières, justice à l'extérieur. Je ne vous dis pas que ça va résoudre tout. Parce que l'engrenage est monstrueux. Mais au moins, dans le monde entier, on saurait qu'est-ce que veut la France. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que veut la France. Mais la France n'a plus de politique étrangère. Elle n'en a pas. Tout le monde le sait. Voilà. Mais parce que Nicolas Dupont-Aignan, là-dessus, je suis votre avis, mais finalement, sur l'exportation du conflit sur notre sol, finalement, vous avez parlé des frères musulmans, vous avez parlé d'un certain intégrisme qui a quand même pris pied en France. C'est aussi le retour de bambou également d'une politique d'immigration et de nationalité. Mais bien sûr, de patriotisme qui nous revient dans la gueule. Alors malheureusement, on n'est pas, moi, je n'étais pas au pouvoir et je n'y serai jamais. Mais concrètement, aujourd'hui, c'est comme ça que je l'analyse du moins. Et c'est pour ça que Macron, il a mis du temps à y aller, parce qu'il s'est dit, si je vais là-bas, je vais peut-être avoir un retour de bambou sur le sol rapidement. Oui. C'est mon avis, non? Oui, mais c'est parce qu'on a une politique migratoire absolument ahurissante et on a aussi une politique de culte scandaleuse. J'avais proposé en 2017 le serment des imams sur le modèle du serment des rabbins de Napoléon, qui était un serment en 6 points, où il reconnaissait l'apostasie, où il reconnaissait l'égalité de l'homme et de la femme, ou etc., etc., etc. Vous ne pouvez être français musulman que si vous obéissez aux lois de la République. Il faut être clair. Ceux qui veulent la loi de la charia doivent partir de France. Il n'y a pas de place pour eux, ils seront malheureux d'ailleurs. En revanche, il faut arrêter de considérer tout Français musulman comme un dangereux salafiste ou comme le complice du Hamas. Parce qu'il faut voir aussi ce que vivent nos concitoyens musulmans qui vivent aujourd'hui quelque chose de très difficile dans notre pays. Donc, pourquoi? Parce que simplement, les pouvoirs n'ont jamais fait la différence. C'est tout. Et vous avez des millions de Français musulmans qui n'ont rien à voir avec le Hamas, qui n'ont rien à voir avec les frères musulmans, qui respectent la loi républicaine et qui en ont assez du délit de sale gueule, qu'on va être clair. Et qui ont assez d'entendre à la télévision certains hommes politiques qui considèrent qu'ils sont en guerre contre l'islam. Moi, je ne suis pas en guerre contre l'islam. Je vais être très clair. Je suis en guerre contre l'islam radical. C'est pas du tout la même chose. Et je veux être très clair là-dessus. Il faut être en guerre contre l'islam radical. Il n'y a pas à être en guerre contre une religion si elle respecte les lois de la République. Alors, on peut faire un procès d'intention permanent. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Et je l'ai dit à Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'on va gagner? À part de souffler sur les braises. Alors, ça veut dire qu'on va pousser tous les Français musulmans dans les bras de l'intégrisme et de la radicalité? C'est une folie. Mais oui, parce que
Une dernière question, Nicolas Dupont-Aignan. Je vous remercie d'être là ce matin sur Tocsin Média dans cette matinale. N'hésitez pas à partager. Vous le savez, on a besoin, nous, en tant que médias indépendants, d'avoir beaucoup de soutien et ça passe aussi par ça. Oui, merci de nous soutenir. Nicolas Dupont-Aignan, on a encore 3 minutes d'antenne. Concrètement, aujourd'hui, j'imagine que vous l'avez vu en tant qu'homme politique de terrain. Ça fait très longtemps que vous êtes là. Vous êtes un vieux routard de la politique. Moi, j'ai quand même suffisamment avec de l'expérience pour vous permettre de donner des avis. C'est intéressant. Je plaisante. Je sais bien. Et merci. C'est vrai que je commence à faire. Voilà. Et j'aimerais avoir votre avis parce que moi, je me dis que le débat en France est explosif sur les plateaux télé, sur les ondes radio, au Parlement, entre les hommes politiques, les partis politiques. Ce débat est plus qu'inflammable. Il a mis le feu au pays, j'ai quand même l'impression. On le voit dans les rues, les actes antisémites, les manifestations pro-palestiniennes qui sont interdites. Enfin, il y a quand même un climat qui aujourd'hui fait flipper. Et je pense que les Français partagent au moins ce sentiment. Alors, je vais vous dire, je vais vous surprendre. Ouais. Vous surprendre. Je crois que ce climat est largement entretenu par des semeurs de désordre et que une majorité, très large majorité, sont très lucides et très apaisés. Et je pense qu'il y a un phénomène d'emballement médiatique et d'emballement de minorités agissantes qui risque de nous plonger, oui, dans un engrenage. Mais que le rôle, en tout cas mon rôle, et le rôle de certains est d'apaiser les choses parce que c'est pas vrai. Je suis élu d'une circonscription de banlieue avec 46 nationalités. J'ai des synagogues dans ma ville, dans les autres villes. Nous avons une forte communauté juive, une forte communauté musulmane. Ça se passe très bien entre eux. Donc, certes, il y a des minorités dangereuses. Attention, dangereuses. Mais quand on travaille son terrain, quand on est présent, quand les gens se connaissent, il n'y a aucun problème. Et excusez-moi, les Juifs et les Arabes ont vécu très bien ensemble pendant des siècles dans certaines zones. Donc, cette espèce de déterminisme qu'on cherche à nous mettre dans la tête, qui nourrit l'antisémitisme et qui nourrit le racisme anti-arabe ou musulman, est insupportable pour moi. Et je prends de la hauteur parce que je sais, pour être un élu de banlieue, que si on fait les choses bien et qu'on calme le jeu et que la France a une position juste, on peut apaiser les choses. Alors attention, en revanche, je dirais presque que nous devrions agir en parlant moins. En fait, il faudrait en parler moins et agir plus. Agir plus en vraiment mettant le culte musulman de France à l'abri des intégristes qui sont en train d'avancer. Et il y a eu les travaux sur les frères musulmans d'une célèbre universitaire. Il y a eu, donc là, il faut être très clair. Comme Napoléon l'a été au moment de l'organisation du culte juif. Comme la République l'a été au moment des congrégations. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé. L'armée a été pour dompter les congrégations en France. Ça a été rude. Donc, je crois qu'il faut être très clair. La France est un pays laïque. Le problème, c'est que les hommes politiques au pouvoir ont été faibles. C'est tout. Donc, il faut que l'ensemble des communautés, j'aime pas ce terme, sachent qu'il n'y a pas de communauté en France. Et que ceux qui veulent des communautés, ils repartent chez eux. Voilà, point. Mais tout ça ne peut se faire que s'il y a une intégration, une assimilation de l'emploi, une dynamique, une vraie politique à l'école où on dit aux gamins maintenant, on t'apprend ce qu'a été la Shoah et tu vas pas gueuler et rigoler dans la classe. La charia, c'est pas en France, c'est en Arabie Saoudite. Voilà, il faut être très ferme et puis il faut une politique internationale juste. Tant qu'on ne reconnaîtra pas un État palestinien viable, ça ne marchera pas. Donc il faut les deux. Et je pense vraiment avoir la bonne position, c'est prétentieux peut-être, mais je suis certain d'avoir la bonne position. Simplement, c'est la débâcle au niveau national. Regardez les télévisions, regardez ce qui se passe. C'est la débâcle parce que Macron, en fait, il prend une position pro-israélienne au Proche-Orient, qui à mon avis n'est pas la bonne, et il a une position faible vis-à-vis des intégristes et des semeurs de haine islamistes en France, par faiblesse. Alors que pour moi, il faudrait l'inverse, c'est-à-dire une position plus équilibrée, gaullienne, au Proche-Orient,
et une position beaucoup plus sévère en France contre les islamistes qui gangrènent la communauté musulmane. Et je pense qu'il faut faire en fait exactement l'inverse. Deuxième point, je pense qu'il faut faire l'inverse d'Éric Zemmour, c'est-à-dire plutôt que de parler toute la journée de conflit de civilisation au risque de l'alimenter et de l'aggraver, je pense que notre boulot d'homme politique, c'est d'en parler moins et d'agir discrètement si nous étions au pouvoir pour faire émerger une communauté française musulmane de respect des lois de la République. Et il y en a. Il y a une prière de la République, pour la République dans les synagogues. Il devrait y avoir une prière pour la République dans les mosquées. Et puis s'ils ne veulent pas, il y en aura une parce que sinon, on fermera la mosquée. Il n'y a pas d'autre solution. Les petits Bretons, on leur a appris à parler français en leur tapant sur les doigts. Je sais que c'était un peu raide. Mais voilà, il n'y a pas d'autre solution. Soit le culte musulman respecte la République, soit nous serons en guerre civile. Et ça, c'est un enjeu majeur intérieur. Et puis, il faut bloquer l'immigration, parce qu'il faut assimiler ceux qui sont là. Et je vous assure, je vois dans ma circonscription, je suis élu depuis 25 ans, je vois des jeunes issus de l'immigration qui sont avocats, infirmières, qui réussissent, qui pratiquent leur religion, mais avec beaucoup de mesures. Ceux-là, on n'en parle jamais à la télévision, jamais. Pourquoi ? Et souvenez-vous, dans les manifs contre le pass sanitaire, le nombre de gens issus de l'immigration qui brandissaient des drapeaux tricolores et qui étaient formidables. Et ils étaient certains, il y avait toutes les nationalités, et ils étaient avec les juifs, et avec les bons catholiques, et avec les patriotes, et tout le monde était mêlé, on ne regardait pas notre couleur, on se battait pour nos libertés. Donc notre boulot, c'est de casser ce discours de guerre de religion, qui est une folie. Et c'est maintenant qu'il faut le casser, parce que souvenez-vous quand même qu'on a eu une guerre entre catholiques et protestants qui a duré un siècle en France. Oui, effectivement. Ouais. Bon, mais on arrive à la fin de l'entretien. Merci. En tout cas, ça a été entendu. Merci, Nicolas. Merci à vous. D'être venu. Bien entendu, vous êtes président de Debout la France et vous êtes député de l'Essonne. Merci pour ce grand entretien. Je peux dire quelque chose, juste dernier point, je vous garde du temps. Je vois marqué « Faites un don, abonnez-vous ». Alors, je dis à ceux qui vous écoutent, parce que vous ne pouvez pas le dire, faites un don à Nicolas Vidal, parce que des radios libres, elles doivent exister, et BFM, TF1, France 2, machin, si ils ont le monopole de l'information, on n'y arrivera pas. Donc, aidez tous les résistants pour la liberté. Voilà, financièrement. Je suis désolé de le dire, mais maintenant, il faut quand même qu'on se défende. Bon, mais merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à faire un don. Oui, merci beaucoup. Faites un don à Toxin. Merci, Maître Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir accepté ce grand entretien. Bonne journée, Nicolas Dupont-Aignan. À bientôt.